Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un roman qui nous parle de la beauté de la langue française et de la complexité du métier d'écrivain. C'est Vie minuscule de Pierre Michon. Pierre Michon naît le 28 mars 1945 dans la Creuse, un département français situé dans le Massif central, au cœur de la France rurale. Il grandit à Châtelus-le-Marchais, plus précisément dans le hameau des Cars, des noms qu'on le retrouvera dans le livre que je vous présente. Il grandit entouré de ses grands-parents, qui viennent habiter dans sa famille lorsqu'il a 2 ans, et il est élevé par sa mère, institutrice. Son père a quitté le foyer familial alors que Pierre est encore tout jeune enfant. Il fait son lycée en pensionnat, puis des études de lettres à Clermont-Ferrand, qu'il avorte au moment de la rédaction de son mémoire. S'ensuit une période dite de vagabondage. Il voyage dans toute la France en suivant sa compagne d'alors, actrice dans une petite troupe, et il consomme moult alcool et substances, tout en écrivant sans rien publier jusqu'en 1984. Il a été plusieurs fois récompensé pour sa carrière ou pour certaines de ses œuvres. En 2009, il reçoit le prix de l'Académie française pour son roman Les Onze et le prix Marguerite Yourcenar en 2015 pour l'ensemble de son œuvre. Il a aujourd'hui 75 ans. Notez bien ce qu'il dit de son enfance en milieu rural. La paysannerie a été pour moi dès le début une mythologie, affirme-t-il en 2010 quand on lui demande de commenter son enfance dans un milieu rural qui, déjà, se définissait comme agonisant. Comme bien d'autres écrivains, dits, sans connotation péjorative, attention, de la terre, Pierre Bergogneau, Richard Millet et, par-dessus tout, Marie-Hélène Lafon, la dimension à la fois héroïque et tragique du paysan, en rend dans le chant comme les hommes de l'Iliade travaillant à leur légende, marque d'une empreinte indélébile l'ensemble de ses écrits. Comment donc considérer maintenant l'œuvre de Pierre Michon? Son entrée en littérature est racontée a posteriori, à la lecture des Vies minuscules, comme un sauvetage. Il faut prendre cependant avec suspicion ce genre de prophétie autoréalisatrice, car le propre d'un texte littéraire est bien de parler de sa propre création. On parle de récit autotélique. Une chose est sûre, son premier roman, Vie minuscule, paru en 1984 alors qu'il a 39 ans, est surtout un renouvellement du genre des vies, centré non pas sur des grandes figures de l'histoire, on pense aux Vitae de Vasari sur les peintres, mais sur les destins obscurs des proches de Pierre Michon, qui interrogent sa propre vocation d'écrivain. Selon des dispositifs et des modalités divers, les récits suivants poursuivent l'élaboration d'une véritable poétique de la biographie, que ce soit dans diverses vies de peintres, sur Van Gogh, Goya, Watteau, ou dans Les Onze, paru en 2009, qui évoque le tableau du peintre François-Élie Corentin, un récit fictif autour d'un tableau où figurent les 11 membres du comité de salut public de la Grande Terreur. Il fait de même avec les figures des grands auteurs qu'il admire, un travail commencé en 1991 avec Rimbaud le fils, puis sur Flaubert, Beckett et William Faulkner, considérés par Michon comme le père du texte. D'autres écrits, toujours brefs, questionnent la posture ou l'imposture de l'écrivain. C'est en somme une forme d'autobiographie du genre humain qui s'écrit. Je cherche des hommes dans l'archive, j'en trouve, et j'essaye de leur redonner vie, affirme Pierre Michon à propos de son travail. On ne peut pas parler véritablement de roman à propos des Vies minuscules, mais plus d'un recueil de 8 nouvelles, 8 portraits minuscules liés par le fond biographique et le style. Pierre Michon choisit pour sujet de ses vies des hommes et des femmes de son canton natal, des paysans qu'il a connus ou dont l'existence lui a été rapportée par ses proches. Tous des ruraux de la Creuse, ce département dont les campagnes sont ingrates au point d'avoir incité durablement ou périodiquement leurs habitants à l'exode. Il donne de plus à lire la campagne dans sa grandeur, comme nous l'avons vu précédemment, mais sans exotisme. Il dit: La province dont je parle est sans côte, plage, ni récif. Ni Malouin exalté, ni Moko n'y entendit l'appel de la mer, quand les vents d'ouest la déversent purgée de sel et venue de loin, sur les châtaigniers. On suit donc, dans l'ordre du récit, la vie d'André Dufourneau, enfant de l'assistance publique confiée aux grands-parents du narrateur pour les aider et qui part en Afrique dans les colonies. Celle d'Antoine Pelluchet, dont le père, qui l'a quitté, rêve à la vie de son fils en l'imaginant aventurier en Amérique. Celle d'Eugène et de Clara, les grands-parents paternels du narrateur, qui essayent de combler l'absence de son père. La vie des frères Bacroute, 2 adolescents qu'il rencontre au collège et dont les liens fraternels le fascinent. Celle du père Foucault, condamné par un cancer à la gorge qui préfère se taire à jamais plutôt que d'avouer son illettrisme. Celle de Georges Bandy, abbé déchu et alcoolique, dont les messes sont destinées aux pensionnaires d'un asile psychiatrique dans lequel le narrateur fait un court séjour. La vie de Claudette, amante passagère du narrateur. Et enfin, la vie de la petite morte, la sœur du narrateur, morte alors qu'elle n'avait qu'1 ou 2 ans, et dont l'absence provoque chez le narrateur une intense réflexion. Le récit s'apparente au genre autobiographique, non pas comme une confession,
mais comme une exploration du destin d'écrivain du narrateur, dont tout l'enjeu du livre est qu'il soit mené à bien. Stylistiquement, comme bon nombre de ses contemporains, Michon ne cache pas son admiration pour le maître de Croisset, Flaubert. Un hommage discret à la légende de Saint Julien d'Hospitalier apparaît d'ailleurs à la fin de la vie de Georges Bandy. Midi est loin, hiéroglyphe accompli et forme consommée, sa vie irrévocable le parent, l'abbé Bandy se tait et dort dans l'immense chasuble verte des forêts où les grands cerfs fictifs passent, lents, une croix entre leurs 10 corps. Dans cette veine classique, le narrateur marque de sa présence chaque biographie, sur un ton presque empathique et fraternel. Ensuite, la construction latine des phrases en période donne un caractère oratoire au récit. Une période est une phrase soignée dont le rythme vient marquer une complétude, un cycle dont on attend la cadence comme une phrase musicale. C'est un procédé rhétorique du discours oral. Cet emploi donne donc un caractère raconté au récit, comme une chanson de gestes médiévale faite de chevaliers minuscules. Cela donne un ensemble de récits brefs et tendus, mais l'unité stylistique vient lier le tout, et c'est pour cela que ces petites histoires se lisent comme un seul roman. Qu'un style juste ait ralenti leur chute, et la mienne peut-être en sera plus lente, que ma main leur ait donné licence d'épouser dans l'air une forme combien fugace par ma seule tension suscitée, que me terrassant ait vécu, plus haut et plus clair que nous ne vivons, ceux qui furent à peine et qui redeviennent si peu, et que peut-être ils soient apparus, étonnamment, rien ne m'entiche comme le miracle. Vie minuscule convoque plusieurs œuvres d'art et contient de nombreuses allusions à la peinture. Elles sont plus qu'une allusion à un fond culturel commun, elles nourrissent la réflexion et la démarche du narrateur, ainsi que celle du lecteur. Ainsi, Van Gogh, dans l'évocation dans les premières pages de sa chambre d'enfant, est un bon exemple dans lequel se mêlent souvenir pictural et idéalisation du souvenir d'enfance. On me mit à coucher dans une petite chambre à l'odeur moisie, au couvre-lit blanc et édredon rose crevette, à fenêtres exiguës et fraîches comme celle de Van Gogh à Arles. Le lendemain matin, au réveil, le narrateur affirme: alors quelque chose eut lieu, qui fut bien près d'un événement, et que ma mémoire relate comme tel. Avais-je rêvé de gloire, d'amour exquisement satisfaite? Un rayon de soleil me mit-il en joie? L'indécision du réveil me fait-il prendre le souvenir pictural d'une chambre pour délice de me trouver en celle-ci? On voit que la chambre ici a été transfigurée par le souvenir. La peinture de genre, dans le style de Jean-Baptiste Greuze, est également convoquée dans un même désir de magnifier la paysannerie. J'imagine une composition dans la manière de Greuze, quelque départ de l'enfant avide, nouant son drame dans la grande cuisine paysanne, que la fumée boucane comme un jus d'atelier, et où, dans un grand souffle d'émoi qui défait les châles des femmes et exauce les mains des hommes frustres dans une gesticulation muette, André Dufourneau, fièrement campé contre une huche, le mollet saillant dans des bandes moltières ajustées et blanches comme un bas 18e, tend de tout son bras une paume ouverte vers la fenêtre inondée de pâtes outre-mer. Enfin, dans la continuité de la peinture flamande, les descriptions des campagnes ont des clairs-obscurs de Rembrandt. L'apport de la peinture interroge le rapport de l'artiste à son œuvre, qu'il soit peintre ou écrivain. En citant la vision de saint Augustin de Carpaccio, le tableau est abordé dans le texte par le détail. Le petit chien blanc, en bas à gauche, image d'abord du narrateur, puis par glissement celui de sa compagne, ne figure-t-il pas le lecteur, attentif à l'écrit du saint? De même, l'image du saint, ici, ne figure-t-elle pas le narrateur lui-même, qui fuit par la fenêtre à la recherche de l'inspiration, alors que le réel se trouve juste à côté de lui? Alors finalement, que retenir de ce livre? Voici quelques pistes qui peuvent accompagner votre lecture. Il y a d'abord dans Lévy une profonde érudition littéraire. L'auteur a tout lu, du polar à la poésie de Rimbaud, et on s'amuse à repérer les allusions, discrètes ou appuyées, à ses maîtres. Pourquoi convoquer tout cela? Pour parler en filigrane de lui. Ces fragments de vie sont autant de parcelles de l'auteur, des lambeaux de son existence, qui nous disent son absence de père, le lien avec sa mère ou son respect pour les classiques littéraires. Attention tout de même à ne pas prendre la parole du narrateur pour argent comptant. Il se raconte comme un auteur qui n'arrive pas à écrire et qui passe par toutes les souffrances, ce qui ne veut pas dire que Pierre Michon, le vrai auteur du livre, n'arrive pas à écrire. Il n'a rien de plus fictionnel qu'une autobiographie. Que reste-t-il alors? Du style, du texte, qui a peut-être avec les années échappé à l'auteur, qui revient maintenant dans ses interviews sur son texte pour l'expliquer, allez lire ses interviews. Et ce style nous berce de collines floconneuses en lilas en fleurs, de ciel tourmenté en été brûlant, et dit toute la puissance de la littérature qui fait et défait les mondes. Allons, tout est bien. Les anges miséricordieux passent dans un vol d'ardoise, se brisent et renaissent dans l'air bleu. Ils écartent la nuit des toiles d'araignées, près des fenêtres cassées, regardent l'une après l'une des photos d'ancêtres dont les noms leur sont connus, entre eux suavement chuchotent et peut-être rient,
bleu comme la nuit et profond, mais cristallin comme une étoile. Qu'ils jouissent de mon héritage inhabitable, le miracle est consommé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Soyez prudents, couvrez-vous bien et surtout, lisez des livres. Ciao. Oh